Ok, on continue. ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Yes, No we hear sé si you. ya están todos los... No problem. Ok. Bon, je fais une petite introduction. Quand ça a commencé, le problème de la pandémie, la fermeture de l'université, on a pensé qu'il n'y aura pas de San Jerónimo cette année. Et puis un jour, il y a Dominique qui m'envoie un WhatsApp. Il me dit, écoute, pourquoi vous ne faites pas un San Jerónimo virtuel? Alors j'ai pensé, en fait, c'est une bonne idée. Hein? Pourquoi pas? On n'a pas l'expérience dans ça, mais on peut essayer. Alors c'est pour ça que je voudrais donner un merci tout spécial à Dominique, parce qu'au fond, c'est elle qui est derrière cet événement de San Jerónimo. Alors, qui est Dominique? Dominique Bertolotti, je vais lire brièvement son curriculum. Elle est née en France, elle vit à Puebla depuis 1987. Elle a obtenu une licence en langue étrangère appliquée, mention anglais et espagnol, de l'Université de Limoges en France. De plus, elle a étudié le diplôme de traduction spécialisée et interprétation professionnelle de l'Université intercontinentale et elle vient de suivre la formation d'examinateur-correcteur des épreuves du DELF à l'Alliance française. À l'Alliance française de Puebla. Hay que volver a abrir el micrófono. Todavía no. Hay que volver a abrir el micrófono. Está apagado. ¿Hasta dónde se escuchó? Sí. ¿Hasta Sí, dónde está. se escuchó? ¿Se escuchó el CV? Desde la otra interrupción y justo después ya no se oyó. Bon, alors elle a étudié un diplôme de traduction spécialisée et interprétation professionnelle de l'Université intercontinentale au Mexique et vient de suivre la formation d'examinateur-correcteur des épreuves du DELF à l'Alliance française de Puebla. Elle est membre de l'Association mexicaine des traducteurs littéraires. Par ailleurs, elle est traductrice assermentée par le Conseil fédéral de la magistrature du Mexique, el Consejo de la Judicatura Federal. Et ses services sont reconnus par l'ambassade du Canada et de France au Mexique. Puis, ça se me coupe. A ver, un segundo porque se me cortó la hoja. Aussi, elle donne des cours de français. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Ah, voilà. À ce jour, elle est responsable de la communication au programme de sémiotique et étude de la signification de la boîte et éditrice technique de Tópicos del Seminario, revista de sémiotica. Et elle va nous parler précisément de ça, de la relation entre sémiotique et traduction. Voilà, je te cède la parole. Ok, merci beaucoup et enchantée de participer. Je ne savais pas que finalement j'avais été à l'origine de ce séminaire qui est une excellente idée pour donner une continuité à ces conférences, non? Donc, je vais partager mon écran. Et quelqu'un peut me dire comment je peux faire? En vert, en bas, en principe, il y a au milieu de la... Ah, il y a marqué partager l'écran, oui. Ok.
Ok, chose que le... Ok. Ok, bon, apparemment, j'ai débloqué ce qu'il fallait. Je recommence. D'accord. Ok, est-ce que c'est bon Voilà. maintenant? Ça Oui. marche. Ça marche. Donc, je le fais plus grand pour que vous voyez tout mon PowerPoint. Donc, comme a très bien dit notre ami Heike, je travaille au programme de sémiotique de l'Université autonome de Puebla et je suis également traductrice. Donc, à part mes activités dans le cadre des traductions assermentées, la majorité de mes travaux de traduction sont en lien avec des articles de sémiotique et tout est également en lien avec mes activités de professeur. Et c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, non? Et pour l'ensemble des participants, je suppose qu'il n'y a pas vraiment de problème pour savoir ce qu'implique ou ce que c'est la traduction, non? Une chose est de savoir et une autre chose, effectivement, est de le faire. Donc, en gros, une action de traduire, de transposer d'une langue vers une autre langue. C'est l'un des sens du verbe traduire. Mais il y a également d'autres sens, non? Comme en français, traduire quelqu'un en justice, c'est intenter un procès légal, une action légale contre quelqu'un, non? Traduire d'un langage à l'autre, ça peut être une expression, quelque chose que je dis et que vous n'avez pas compris et que je dois reformuler dans la même langue, mais avec d'autres mots, etc. Non? Et en ce qui concerne la sémiotique est une science relativement récente, dans les années 70, et qui est dérivée ou qui est née à partir de la linguistique, de la sémantique, entre autres domaines. Et il y a deux écoles principales, celle de Charles Peirce et celle d'Algirdas Julien Grémas, qui est cette dernière que nous suivons dans le cadre du programme de sémiotique. Dans les deux cas, et ces deux sciences, bien sûr, ont adopté un vocabulaire particulier, un vocabulaire spécifique, et qui évolue constamment, comme toutes les sciences, et en particulier comme les sciences nouvelles. Donc, nous avons souvent affaire avec des néologismes, et ce qui présente des difficultés particulières au moment de traduire. Hein. OK. Et un petit peu pour récapituler, parce que j'aime bien ces différentes définitions, on va dire, du rôle du traducteur. Non? Pour Umberto Eco, comme le titre de l'un de ses livres, dire presque la même chose. Peut-être le mot le plus important ici est presque. Non? Il est très difficile parfois de traduire exactement et nous devons bien sûr oublier le fameux mot à mot. Non? Paolo Fabri, qui est un chercheur et sémioticien italien, lui parlait dans l'un de ses articles de passeur linguistique. Je trouve que cette formule est très vraie, très parlante, très belle. Marianne Lederer, faire passer le sens. Parce que finalement, traduire, c'est ça, non? C'est mettre à la disposition de l'autre un sens pour que l'autre comprenne ce que l'auteur source a voulu dire, non? Et pour moi, finalement, c'est décoder. Et c'est aussi ouvrir une porte et un sésame, un univers pour découvrir un savoir qui est autre que le mien. Et finalement, c'est m'approprier, dans une certaine mesure, les connaissances ou la retransmettre pour d'autres, non? Donc, c'est un monde interculturel, la traduction, qui s'ouvre toujours devant moi. OK? Et
quelle est mon approche? Quels sont les défis chaque fois que je reçois un texte de sémiotique? Et je dois préciser que je traduis aussi bien du français vers l'espagnol que de l'espagnol vers le français. Donc, tout d'abord, il y a un travail de lecture afin de comprendre, d'essayer de comprendre le texte, de comprendre le thème général, de comprendre si c'est un article très théorique, si c'est un article qui va analyser avec des outils sémiotiques une perspective. Donc, faire ce travail d'analyse et qui implique souvent aussi un travail de documentation, de recherche. Quels auteurs sont cités? Est-ce que j'ai les documents? Est-ce que j'ai les livres? Est-ce que je peux avoir accès aux versions de ces auteurs dans les deux langues, en espagnol et en français? Ensuite, je m'attache souvent à détecter quelles sont les difficultés auxquelles je vais devoir faire face et que je vais devoir résoudre d'une manière ou d'une autre, non? Traduire les mots-clés, voir s'il n'y a pas des néologismes, quels sont les mots, des expressions, les structures qui vont me causer un certain problème. Okay. Comme vous le savez, toutes les disciplines ont un vocabulaire propre, non? En sémiotique, en droit, en médecine, en pharmacie, en langue, en linguistique, non? Chaque science, chaque domaine a un vocabulaire propre. Et par exemple, le terme de sujet ne va pas forcément avoir la même valeur en sémiotique qu'en droit, qu'en médecine, où il peut être synonyme de patient. Okay. Ensuite, chaque discipline a aussi sa propre façon de travailler. Ce n'est pas la même façon de travailler quand on est interprète et que l'on doit traduire en direct. Ce n'est pas la même chose d'être traducteur et de faire un travail écrit où on peut revenir sur ce que l'on a fait, on peut chercher d'autres informations. Dans mon cas, souvent, je traduis des auteurs qui sont vivants, donc je peux m'adresser à eux, avoir leur rétroalimentation. Et si je n'ai pas compris quelque chose ou s'il y a une difficulté, etc. Non. Le sous-titrage et le doublage ont d'autres types de restrictions et de difficultés. La localisation, vous ne savez peut-être pas ce que je sais, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le travail de traduction pour les jeux vidéo. Et j'ai répété 2 fois traduction. OK. Donc, comme je le disais, et comme ont touché certains professeurs avant moi, les principales difficultés ont souvent trait au vocabulaire, aux nouveaux mots, aux acceptions selon les sciences, selon les disciplines, les citations, parce que le travail du traducteur, c'est également de s'occuper des citations, de vérifier si l'œuvre a été traduite. Et dans ce cas, nous sommes astreints à trouver la citation exacte telle qu'elle a été imprimée, telle qu'elle a été éditée. Okay. Une autre difficulté, souvent, ce sont les jeux de mots. Et l'humour n'a pas la même valeur dans chaque langue. Et parfois, traduire des jeux de mots n'a plus aucun sens dans l'autre langue. Donc, comment je dois résoudre cette difficulté? Ensuite, et je vous montrerai quelques exemples sans citer le nom des personnes dans ce cas, et il y a aussi les textes qui ont été écrits dans une langue qui n'est pas la langue maternelle de l'auteur. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des auteurs italiens. Et je parle aussi italien, même si je n'ai pas le même niveau de langue qu'en espagnol ou qu'en français. Et parfois, il y a des problèmes à résoudre au niveau des prépositions qui posent toujours des problèmes dans toutes les langues de toute manière, non? Et ensuite, il y a les difficultés d'ordre culturel. Et je vous montrerai aussi 1 ou 2 exemples. Il est très important de savoir et de connaître la civilisation de l'autre pays, non, celle du Mexique, celle de la France, celle du Canada, etc. Parce que souvent, dans des textes, on peut avoir des doutes concernant l'interprétation. Et l'exemple que je vous montrerai, ça a justement à voir avec le système scolaire français. OK. Alors, le vocabulaire, ce sont des choses simples, ce sont des choses aussi que je rencontre parfois avec mes élèves de français dans le cadre de mes cours de FLE. Non? Comme vous le savez, le français et l'espagnol sont toutes deux des langues latines, donc il y a bien sûr un vocabulaire très proche entre l'une et l'autre. Mais parfois, il y a des surprises, comme par exemple entre le verbe espérer et le verbe esperar. Et souvent, les élèves confondent.
Et on peut aussi avoir des problèmes dans les traductions, non? Ou bien discuter et discutir. Et une fois, lors d'une interprétation dans le cadre d'un jugement, et c'était un Français qui parlait, et je n'étais pas traductrice assermentée à l'époque, donc j'avais été invitée en tant qu'ombre, on va dire, du traducteur officiel, et je n'avais pas le droit de parler. Je devais demander la permission au juge pour intervenir et lever la main s'il y avait un petit problème. Et le seul problème, justement, c'était sur ce verbe « discuter ». Parce que le français disait « oui, nous étions en train de discuter » quand tout d'un coup… Et le traducteur avait traduit « discutir », mais en espagnol, « discutir » a une autre acception. Non, souvent, c'est pelear, c'est pas quelque chose de tranquille. Et donc là, j'ai dû intervenir pour préciser, non? Ensuite, dans mes textes de sémiotique, et comment traduire en espagnol schem et schéma si en espagnol nous avons le mot esquema et nous n'utilisons pas les dérivations des racines grecques, non? Et dans le cadre des néologismes et de cette science sémiotique qui évolue, j'ai traduit d'espagnol en français un texte qui avait trait à la dentelle et à la référence du creux et de l'ajustement, que des termes très techniques. Et en espagnol, c'était très bien parce que la définition ou le texte était construit autour du verbe encajar, dans lequel on retrouve caja, boîte, encaje, la dentelle. Sauf que en français, la dentelle a une autre origine et n'a rien à voir avec le mot boîte. D'où la nécessité dans ce cas-là de concevoir une note de traduction que j'avais rédigée avec l'auteur pour expliquer pourquoi et pour essayer de faire comprendre à un public français et texte autour de ce terme encaje. OK. Donc, les néologismes, souvent dans mes traductions, et ça vous arrivera ou ça vous arrive aussi, et jusqu'à quel point on doit utiliser un nouveau mot, jusqu'à quel point on doit créer en espagnol un nouveau mot quand ce mot n'a pas été utilisé. Et ce qui représente souvent un gros travail de recherche dans les livres ou les textes, les articles qui ont déjà été traduits. Et comment ont-ils résolu cette difficulté? Est-ce qu'ils l'ont résolue tout d'abord? Et comment je vais, moi, la résoudre pour que ce soit accepté et acceptable? Ce qui présente souvent des difficultés, comme par exemple le dernier exemple, idéal, idéal. Et finalement, nous avons dû aussi consulter et trouver une solution qui puisse satisfaire et une traduction en espagnol. Dictionnaire français Larousse, Petit Robert, eh bien, OK. Même chose dernièrement, pour les psychologues et les thérapeutes entre un trauma et un traumatisme. Donc, c'est difficile aussi à rendre ce genre de nuances dans une autre langue. Et puis, des termes du vocabulaire commun, chair propre, corps cher, enveloppe, qui ont d'autres sens pour le public en général. Et souvent, cela pose des difficultés. Il faut consulter d'autres documentations pour essayer d'être le plus juste possible. Et au niveau des sciences des langues ou de la culture, donc quelle est la différence ou comment je dois traduire ou je peux traduire ou faire comprendre à un autre public la différence entre le lunch, entre autres des Mexicains, et le goûter pour moi, française. OK. Et le lunch, bon, c'est cet espace qu'ont les étudiants entre une classe et l'autre,
en matinée. Et nous, en France, nous n'avons pas ce genre de séparation. Nous avons le goûter après l'école l'après-midi. OK. Et un autre problème, je ne l'ai eu qu'une fois dans ma carrière de traductrice, mais c'était un problème sérieux, c'était au niveau d'une citation d'un auteur italien. Et donc, il avait écrit son texte en italien, la langue source, et il avait cité un auteur français. Et cette citation avait été traduite par la traductrice argentine Rodriguez en espagnol. Le dément de cette très courte phrase était le même, les éléments et le même ordre. Et c'était pour un dossier de Tópicos del Seminario aussi. Et on m'a demandé de le traduire en français pour la version de tout le dossier qui avait été publié sur une page de l'Association française de sémiotique. Je suis en train de chercher le nom de l'auteur en français, sinon je vous le donnerai tout à l'heure. Et quand j'ai trouvé sur Internet le texte original, il se trouve que les éléments de cette citation n'étaient plus dans le même ordre. Et finalement, c'était un problème grave parce que le développement théorique de l'auteur, Francesco Gallofaro, était en lien avec le développement de cette phrase par rapport à sa citation en italien. Donc finalement, j'ai choisi de lui écrire pour lui exposer le problème et il a dû modifier son texte dans la version en français pour pouvoir respecter l'ordre de la citation en français. Donc c'est très important de faire attention aux citations et de pouvoir avoir accès, de faire un gros effort de recherche pour avoir accès aux versions officielles dans la langue source et dans la langue de destination, la langue finale. OK. Et quand je vous parlais des jeux de mots, dans ces cas-là, ce n'est pas forcément de l'humour, mais c'est un titre d'un auteur, Jacques Fontanille, qui en français s'appelait « Les voix de la ». Okay. Donc, nous avons des homonymies phonétiques, les voix-voix, plus un mot, et qui est difficile aussi à traduire, affect, parce que l'affect a un sens différent en français de l'affection, du moins pour la sémiotique. Et l'affection en espagnol se traduit par affecto. Donc souvent aussi des difficultés au niveau de la terminologie. Et le choix, non, las vías voces del affecto, où je respecte la traduction des termes, mais du coup, difficile d'avoir une homonymie phonétique, parce que c'est quand même difficile à obtenir d'une langue à l'autre. OK. Et en ce qui concerne les jeux de mots, j'ai reçu en janvier ce texte d'Oscar Quesada Maquiavelo, qui est le recteur de l'université de Lima au Pérou, et d'Elder Cuevas Calderón. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire depuis vos écrans la partie en espagnol. Oui, madame, on peut le lire très bien. OK. Donc, si vous voulez, lisez-le rapidement pour comprendre en gros de quoi il s'agit et de voir les mots que j'ai soulignés afin de vous rendre compte quelles sont les solutions que j'ai choisies en français pour essayer de respecter le plus possible et tout ce développement autour du mot gracia, gracioso. Ou vous préférez que je vous le lise en espagnol et ensuite en français? Qu'est-ce que vous préférez? Je préférerais que vous le lisiez en français, s'il vous plaît. OK.
Donc, je vous le lis dans les deux langues. Donc, d'abord en español. En términos concesivos superlativos, aquí abrimos aún más lo ya abierto en ese laboratorio abierto que sigue siendo un mundo mezquino. Ahí, Quino hace gracia con lo que presume agradable y desagradable en el gusto de su enunciatario, presupuesto o imaginario. En español, a diferencia del francés, que remite a la elegancia, gracia se refiere también a lo gracioso. La continua praxis de interpretar las historietas de Quino es un viaje a ciudades sin nombre, retratadas por una vibrante instancia de humor ácido, a veces agrio e incluso amargo, isotopía metafórica de la estesis gustativa, crítico contestatario, isotopía ético-política, a veces pesimista, isotopía moral práctica, respecto a la conducta y a los valores de sus actores, que pretende asociar al ser humano. Metodológicamente hemos descartado las pocas ocurrencias en las que Quino se alinea con el humor hegemónico, ligero, dulzón, divertido, fácil e inofensivo, regido por la implicación, si risible, entonces risa, y hemos seleccionado las historietas en las que Quino juega con la alquimia de lo trágico y lo cómico, regida por la concesión, aunque no risible, risa. A Quino le tiene sin cuidado desentonar con la verdad sostenida por el poder formal u oficial. Con toda la libertad y franqueza, dice todo al dibujar, dibuja todo al decir. Practica la parresía, esto es, crea su verdad y cree en ella. En la poliédrica ciudad hablante o muda, mostrada a través de las viñetas escenas de nuestro corpus, Quino suele hacer gracia de lo grave en una especie de pesimismo alegre u optimismo triste, que acentúa lo cómico en lo difícil, en lo penoso. Unos actores son agraciados, presencias débiles. Otros son desgraciados, miserables, presencias fuertes. Estos últimos suscitan más risa. Concordamos con Simone Weil en el sentido de articular la gracia con la gravedad. Del hecho de experiencia nace la vida plena de gracia, de gratitud. La vida estresada, preocupada. Aquella es una vida leve, alegre, que encuentra lo gratuito y lo gracioso. Por un lado, el cosmos es gratuito, está a disposición, no se le puede comprar ni necesita que uno lo compre. Todavía no está en venta. Las mercancías dan gravedad a las cosas. Por otro lado, de un acto creativo, el cosmos puede ser gracioso, puede hacer reír. En la historieta, graficar equivale a gratificar. Algo breve de graciosa gratuidad, de gratuita gracia. Emerge de la pesantez cotidiana de la existencia. El actante juega así a entonar, desentonar con otros actantes. Ok. Je sais que c'est difficile de suivre une lecture, mais l'auteur joue avec les mots, pas seulement avec gracia y gracioso, ¿no? Donc, en français, ma première difficulté a été de traduire dans le premier paragraphe gracia et gracioso. Et finalement, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Et j'ai dû mettre grâce fait également référence à ce qui est drôle pour gracioso. Donc là, je perds un peu de l'essence du texte d'origine. Ok. Les autres mots soulignés et dans le deuxième paragraphe, Quino suele hacer gracia. Quino se moque, le tiene sin cuidado. Quino se joue de la gravité, hacer gracia de lo grave. Je n'ai pas le même registre, je n'ai pas trouvé le même registre pour utiliser le même mot. Okay? Certains acteurs sont attrayants. Agraciado, également en français, je n'ai pas le même registre, donc j'ai dû choisir attrayant. D'autres sont disgracieux.
Ok, bon, le mot gracieux existe, mais n'a pas la même acception que agraciados en espagnol. Ensuite, la gracia et la gravedad. La gravité n'a pas forcément beaucoup de lien avec la pesanteur. Donc là, pareil, une autre difficulté à résoudre au niveau de la traduction. La vida plena de gracia, la vie pleine de grâce. Ok, ce n'est pas forcément très parlant, mais disons que ça respecte le contexte et dans le cadre de cet article, l'option marche parfaitement, non? La gratitude, pas de problème. La gratuité, la gracieuseté. La gracieuseté n'est pas non plus un terme qui s'utilise beaucoup en français, mais qui existe. Le cosmos est gratuit, pas de problème. Et être gracieux, et heureusement qu'il y ait ensuite jusqu'à faire rire, parce que si je disais à quelqu'un « Ah, qu'est-ce que tu es gracieux ?» pas sûr qu'il me comprenne. Graphiquer et gratifier. Graphiquer, c'était aussi un petit peu étiré, proche du néologisme. Et la gracieuse gratuité, ok, gratuite, gracieuseté, pareil, dans le contexte, cela passe. Mais si vous cherchez dans un dictionnaire, vous aurez peut-être quelques petites difficultés, les mêmes que j'ai eues moi, et au moment de rédiger cette traduction et de la soumettre aux auteurs et aux correcteurs en France. Et je vous ai copié ou recopié 3 petits exemples de textes qui ont été écrits en français par des auteurs qui ne sont pas français, dont le français n'est pas la langue maternelle, même s'ils ont un très bon niveau de langue. Alors, je voudrais que vous les lisiez et que vous me disiez où sont les erreurs. D'accord? D'accord, madame. Il n'y a que Magali qui participe? Non, moi aussi, mais c'est tricher, évidemment, dans ce cas-ci. Ah oui, effectivement. Et oui, là, c'est vrai. Bon, bah Magali, si tu veux. Hein. Oui, merci. Je suis en train de lire les phrases. Mhm. Quelqu'un a écrit un commentaire dans le chat, je pense, à propos des Est-ce que vous pourriez me le erreurs. lire parce que j'ai mon écran. Dernière Si je correction. sors de version. Je ne vois pas les commentaires. Je crois que vous pouvez afficher à partir du haut, dans la partie plus à droite, il y a conversation. Vous pouvez l'afficher, je pense. TH, ok. Dernière correction. Pour les accents, vous avez raison. Ok, vous pouvez écrire ici. Oui. Ok. Ok, donc je vais vous donner une piste. Dans la première phrase, merci pour cette lettre dont je partage le contenu. Ok, je me réserve éventuellement quelques interventions dans la version française. Jusqu'à là, pas de problème. Mais je ne crois pas qu'il sera nécessaire. Qu'il sera nécessaire, est-ce que ça ne choque pas quelqu'un? Si. Il manque le complément, peut-être? Voilà, très bien, Claudia. Je ne crois pas que ça sera nécessaire. Donc, c'est là où on se rend compte que l'auteur n'est pas français. Non? Ensuite, merci pour ces dernières. Effectivement, dernière, il faudrait le féminin et l'accent grave sur le deuxième E, D-E-R-N-I-E, accent grave R-E-S. Correction, je me charge de vérifier.
Pardon, je crois que mon Internet a sauté. Je vous repartage l'écran. OK. Et donc, comme je disais dans la deuxième phrase, l'auteur de ce texte s'est trompé sur le genre de correction et a considéré correction comme un substantif masculin au lieu d'un substantif féminin, ce qui a provoqué des petites erreurs. Et si elles ont déjà été apportées, et de les intégrer ou d'intégrer celles qui manquent. En revanche, les coquilles sont très désagréables. Or, en relisant la version finale, il n'y en restait encore quelques-uns. Là, c'est une erreur un peu curieuse parce que les Espagnols, ou les hispanophones plus exactement, n'ont pas ces pronoms neutres « i » et « en », chose que les Italiens ont, el ne et el ci. Et pourtant, il s'est trompé. En revanche, les coquilles sont très désagréables. Or, en relisant la version finale, il en restait, le ni, non, il en restait encore quelques-unes. En fichier joint, le rapport du premier membre avec mes corrections en vert vers la fin. Bon. Okay, donc là, en fait, c'était un article qu'un Italien avait écrit en français et qu'il avait déjà fait relire, mais qui n'avait pas été bien relu et qu'il me demandait de relire. OK. Et laissez-moi voir si... Bon, tous les messages m'ont été effacés quand l'Internet m'a éjecté. Est-ce que vous aviez vu ces erreurs ou est-ce que vous les auriez vues? Il n'y a plus de message après le message de Claudia sur ce sera. Oui. Non. Je crois que, par exemple, si nous parlons de la première phrase, oui. Après les commentaires de Claudia, ça sera plus clair et aussi ça dépendra de le niveau que nous avons de la langue française. Et je peux déduire qu'il me... Oui, bien sûr. Il me fait déduire, mais je peux aussi dire qu'il sera nécessaire. Ça me semble quelque chose, évidemment, comment dire, que c'est correct ici. Oui, mais non, ce n'est pas correct. Mais vous avez raison. Parler une autre langue, c'est difficile, surtout quand même, parce que eux, ces Italiens, en fait, c'est difficile et d'être aussi bilingue dans la langue que dans l'autre langue, c'est quand même une mission très compliquée. Et de mon côté, même si cela fait 34 ans à la fin de l'année que je travaille à Puebla, et quand je fais des traductions de français en espagnol, bien sûr, mon espagnol doit être relu parce que je continue malgré tout à me tromper au niveau des prépositions, par exemple, non? Et parfois, certaines constructions, même si je m'éloigne du texte d'origine, je laisse de côté l'espagnol 1 ou 2 jours avant de le relire, sans avoir à côté le français. Je laisse passer des erreurs, de fragnole, c'est peut-être un peu gros, mais de structures qui ne sont pas 100% et de vraies structures que réutilisait un auteur, un chercheur mexicain, doit être relu. Et c'est pour ça qu'ici, je ne parle pas des autres et je respecte leur niveau de langue. Mon propre père est italien. Il habite en France depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait 70 ans qu'il habite en France, 68 ans. Et à l'oral, c'est très difficile, il n'a pas d'accent, et c'est très difficile de détecter qu'il n'est pas français. Par contre, à l'écrit ou au téléphone, oui, son accent transperce, et à l'écrit, bien sûr, son français est truffé d'erreurs, non? Donc, c'est très compliqué, et c'est là où je veux dire aussi, il faut être humble quand nous travaillons
et savoir aussi demander de l'aide. Et ce n'est pas une faiblesse, au contraire, non, c'est d'accepter, de progresser continuellement et de donner, de fournir un travail chaque fois est meilleur. Non? Et il est évident qu'une traduction certifiée d'un acte de naissance ou d'un bulletin scolaire est un exercice difficile, mais beaucoup plus facile qu'une traduction technique ou qu'une traduction littéraire. Merci, Madame, pour votre commentaire. Alors, ensuite, ok. Les difficultés d'ordre culturel, et je vous parlais justement du système scolaire français. C'est aussi extrait d'un article qui va être publié dans Tópicos del Seminario. Et c'est une amie qui a traduit ce texte d'Ivan Daro. Elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, tu sais, j'ai laissé un commentaire parce qu'il y a une phrase que je ne comprends pas. Et bon, il y avait autre chose qu'elle n'avait pas compris au niveau de la structure qui était compliquée. Mais elle avait laissé passer une erreur au niveau de la 5e. À 14 ans, scolarisée en classe de 5e, Maria avait apporté au collège blablabla. OK ? Et elle avait traduit directement en quinto grado. Et si on ne connaît pas le système scolaire français et si on ne connaît pas le système scolaire mexicain, bien sûr, il va y avoir un problème. Et en fait, en France, il y a, alors, que je ne me trompe pas, 5 ans d'école primaire, 4 ans d'école secondaire et 3 ans de lycée. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce sont exactement le même nombre d'années, la même quantité d'années entre le système français et le système mexicain. Sauf que nous commençons à l'envers. Nous commençons par la 11e et nous finissons par la terminale. Et au Mexique, on commence primero de primaria, segundo, tercero, etc. Non? Si on n'a pas cette situation, il est difficile de traduire avec justesse. Bon, dans ce cas-là, ça n'avait pas une grosse importance parce que finalement, on avait l'âge de Maria, 14 ans, donc une adolescente. Et pour les repas, même chose. J'ai eu à traduire il y a quelques années un livre à inculquer aux étudiants et les aspects à soigner. Et c'est un livre français, donc à traduire en espagnol. Et la journée scolaire française, elle est très différente de la journée scolaire d'un élève mexicain. Non, en général, au Mexique, l'école commence très tôt, en Amérique latine aussi, commence très tôt le matin et finit vers 14 h, on va dire. Et certains élèves vont aussi l'après-midi, genre 14 h à 18 h, là, je ne suis pas trop sûre de mes horaires. Mais en France, les étudiants vont toute la journée. On commence le matin vers 9 h jusqu'à midi, midi et demi. On reprend à 1h30 jusqu'à 4h30. Okay, donc, c'est un système scolaire différent. Et comme je disais au début de la présentation, les élèves le matin ont une pause au Mexique, le fameux lunch. Les élèves français ont des récréations de 15 minutes, mais ne mangent en général rien, si ce n'est boire de l'eau. Et ils ont un 4 h. Et le repas en France est tôt, entre midi et 1 h, et le dîner aux alentours de 19 h. Donc, entre le repas de midi et le dîner, nous avons le fameux goûter, qui est aux alentours de 4 h, 4h30. Donc, toutes ces difficultés d'ordre culturel, elles sont importantes lorsque nous avons des traductions et il faut en tenir compte. Oops. OK, on a encore 5 minutes. Je crois qu'il n'y a pas de questions. OK, bon, en fait, ma présentation est finie. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, si vous avez des doutes, s'il y a des points que vous aimeriez que je précise. Oui, Benoît, j'ai une question sur une des dernières choses que vous venez de commenter à propos de la traduction de 5e. Et je trouve que c'est une traduction qui est particulièrement, vous disiez c'est facile parce qu'on a l'âge, et en même temps on peut l'interpréter en chiffres purs. Ça correspondrait au Mexique à l'âge d'une personne qui est en première année de secundaria.
Et Oui. en même temps, ça ne correspond pas à la première année, ce qui culturellement, si on voit l'impact que peut avoir la première année ou la deuxième année, je ne sais pas quelle est la nature du texte au demeurant, apporte il y a une différence. Je peux considérer l'âge et dire qu'elle est en l'équivalent du primero de secundaria, mais en même temps, elle est en deuxième année de secundaria, du collège. Et je pense que le choix ici, Oui. enfin moi, je me poserais la question, ça me paraît très difficile de prendre une décision sur cette traduction. Ah oui, oui. Oui, bon, finalement, ce que j'ai fait, j'ai traduit le texte en ajoutant une note de traduction, en précisant justement à quel niveau scolaire serait l'équivalence pour un étudiant mexicain. Merci. Parce que vous avez parfaitement raison, ce n'est pas la même chose un élève de quinto au Mexique qu'un élève de cinquième, donc de secondaire en France. Et dans ces cas-là, bon, la solution, à mon avis, c'est de mettre justement un petit commentaire en note de traduction qui n'enlève rien au texte. Et bon, quand je disais on a l'âge, oui, on a l'âge de cette jeune fille. Et dans le contexte, certes, elle avait des difficultés scolaires, mais disons qu'elle n'était pas aussi en retard que cela. Non, mais vous avez raison, ce sont des éléments qui sont importants, surtout c'était un texte justement sur les traumatismes dus par exemple à la guerre ou aux dictatures et sur les générations suivantes. Donc, c'était le cas de cette jeune fille qui venait d'un pays de l'Est, je ne sais plus, Tchécoslovaquie, je crois, je ne sais plus exactement, et qui n'avait pas vécu la violence qu'avaient vécu ses parents et ses grands-parents, mais qu'il avait dans une certaine mesure inscrit dans ses gènes ou dans sa façon d'agir et qui le manifestait à l'école. Non ? Merci bien. Je vous en prie. Bon, alors je ne vois plus de questions. Plus personne n'a une question à poser? Apparemment, non. Vous pouvez écrire après au Facebook. Oui, bien sûr, je répondrai volontiers à tous vos doutes. Alors, je m'excuse, je vais en profiter pour une autre question et peut-être trop technique. J'ai été surpris dans votre présentation de ce texte extraordinairement difficile que vous avez reçu à propos de Quinault, que vous ayez choisi à un moment, juste dans le troisième paragraphe, je pense, la pesanteur au lieu de la gravité. Parce que j'avais le sentiment que la gravité, avec la force de gravité et la gravité qui s'oppose, aurait pu constituer une bonne ambivalence, c'est-à-dire reproduire, je ne me rappelle plus le texte en détail, et le choix de ce mot-là en particulier m'a interpellé, parce que je me suis dit, c'était en même temps le seul mot que je voyais, disons, se démarquer un petit peu de l'ensemble et que c'est un choix assez fort que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous avait motivé pour préférer la pesanteur à la gravité dans ce cas-là? J'ai peut-être une question très technique. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé en le oui, non, mais je n'ai pas pris le temps de le voir en détail. En fait, oui. Ce que je peux vous proposer, c'est de demander la permission à Oscar et à Helder et de vous donner les deux versions. Et je dois aussi remettre le nez dans mes notes et dans mes textes. Et parce qu'en fait, je ne suis même pas sûre que la version en français soit la dernière version, parce que moi, je leur ai envoyé, ils parlent français tous les deux, je leur ai envoyé pour correction, et ils n'en ont pas fait. Et ensuite, la version a été envoyée pour publication en France, et je ne sais pas si elle a déjà été publiée ou non. Mais oui, mon choix n'a pas été gratuit, mais je suis malheureusement, juste maintenant, incapable de vous répondre. Et en fait, c'est peut-être même vous qui avez raison. Non, mais il faudrait que je regarde, parce que je me rappelle avoir téléchargé le texte de Simone Veil
justement pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et dans ce texte, précisément, il y a aussi des planches de Kino sur lesquelles sont basés le développement. Non, donc, oui, je vais regarder. Je peux même vous proposer les deux versions après autorisation des auteurs. Et oui, c'est un point de discussion, justement, très intéressant. Je vous remercie d'avoir soulevé ce... Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie et je m'excuse en fait, c'est une question qu'on ne devrait jamais poser à chaud dans un contexte comme ça. J'ai sauté sur l'occasion, il n'y avait pas de question et je me suis fait plaisir en posant cette question, mais je me rends compte en même temps que c'est une question impossible à poser dans un contexte comme celui-ci, ça j'en suis bien conscient. Au contraire, c'est intéressant justement d'analyser les choix et de proposer d'autres solutions. Non, moi, ce sont un exercice que j'aime bien. Non, et puis, ma parole de traductrice est loin d'être parole d'évangile, comme on dit. Non, donc, au contraire. Bon, merci beaucoup. Alors, il nous reste d'exprimer notre gratitude. C'était très gracieux, non? Oui. Et on remercie a Dominique. Y tenemos 5 minutitos, 4 de descanso para pasar al siguiente ponente. Y pueden prender sus micrófonos unos segundos para aplaudir, por favor. Merci. Allá, ¿dónde está mi cámara? Oh. No puede ser. Cinco, 3 minutitos, Oscar. No encuentro mi cámara. Ahí está. Bien, continuaremos con la siguiente presentación.